Sur notre plateau de l'opinion aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Mathieu Brun. Mathieu, vous êtes chercheur en géopolitique agricole, vous êtes chercheur associé à Sciences Po Bordeaux, vous êtes aussi le responsable des études du Club Déméter, qui est un club d'entreprise sur les thématiques agricoles, agroalimentaires, et vous êtes le co-directeur de la publication de cet ouvrage très intéressant, le Déméter, qui est un ouvrage annuel et dont on attend chaque année la sortie avec impatience. Le Déméter, c'est un point sur des grandes thématiques agricoles sous un angle très géopolitique. Et cette année, dans le Déméter, on parle beaucoup d'Europe, une Europe que vous décrivez dans cet ouvrage comme une puissance agricole mal assumée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, l'Europe est effectivement au cœur de cet ouvrage, de cette année, de l'édition 2020 du Déméter, à un moment où on voit s'essouffler le projet européen, on sort doucement du tunnel du Brexit et on s'interroge également sur l'avenir de la PAC. Alors l'essoufflement du projet européen a forcément des conséquences sur la PAC. Je crois qu'il faut rappeler ce constat très important. La politique agricole commune aujourd'hui, c'est 0,3% du PIB européen, mais c'est surtout, au-delà d'être une politique agricole, c'est une politique alimentaire qui permet de nourrir près de 500 millions de citoyens en Europe. Alors une PAC qui est aujourd'hui en cours de redéfinition, ne l'oublions pas, c'est une politique commune. Elle touche chaque citoyen, chacun d'entre nous, chaque citoyen européen, agriculteur, consommateur, est touché par cette PAC qui permet de produire de la nourriture et d'alimenter la population. Grâce à la PAC, depuis les années 60, on a réussi à être une puissance agricole qui aujourd'hui, effectivement, avec l'ouverture des marchés internationaux, avec la concurrence de grandes puissances exportatrices comme la Russie, comme l'Ukraine, mais comme le Brésil aussi, mais on en vient à se demander si l'agriculture est toujours stratégique pour l'Union européenne dans ce contexte de concurrence très marqué. On se le demande d'autant plus que vous posez une autre question sur les accords de libre-échange internationaux. Est-ce que l'Europe maîtrise encore ces accords de libre-échange et est-ce qu'elle maîtrise encore le volet agricole de ces échanges internationaux ? Aujourd'hui, sur le plan commercial, et c'est ce qu'on rappelle dans l'ouvrage, l'Union européenne a 3 chantiers majeurs. Je le redis, celui du Brexit, qui est l'accord commercial post-Brexit, celui bien entendu du multilatéralisme, qui connaît une crise sans précédent avec les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine et la panne de l'OMC, et enfin ce chantier absolument immense des accords de libre-échange entre l'Union européenne, le Mexique, le Japon, le Mercosur, bien entendu le marché commun d'Amérique du Sud, le Canada, CETA, dont on a beaucoup parlé l'année dernière. Etc. Et donc tous ces chantiers-là arrive à un moment où l'Union européenne se tourne vers l'extérieur. Après avoir construit un marché intérieur extrêmement fort, l'Union européenne se tourne avec des accords de nouvelle génération. Il ne s'agit plus de baisser les barrières tarifaires, les barrières douanières. Il s'agit de parler de réglementation, de normes, de services, mais aussi d'enjeux environnementaux, etc. Et dans ce contexte d'ouverture vers les marchés internationaux, l'opinion publique européenne reste assez dubitative. Le citoyen a du mal à comprendre quels sont les avantages, quels sont les bénéfices de ces accords de libre-échange qui se multiplient, alors que l'Union européenne a été un chantre du multilatéralisme. Je crois qu'en fait, comme vous l'avez dit, les accords de libre-échange ont tendance à ne pas être bons pour tous les secteurs de l'économie européenne. L'agriculture en est la première victime. Je crois que le cas du Mercosur, aussitôt signé, aussitôt décrit, en est un bon exemple. Pour gagner des parts de marché sur l'automobile brésilien, la chimie, l'aéronautique, on a sacrifié quelque part notre agriculture, on se destine vers un sacrifice de l'agriculture européenne en faisant face à des compétiteurs extrêmement performants, et ce qui risque d'avoir des impacts importants sur la biodiversité européenne, sur l'élevage bovin par exemple, qui est pourtant un fleuron de l'économie agricole européenne. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Union européenne veut continuer à être très exigeant sur le plan environnemental, tout en ayant des accords de libre-échange qui ont tendance à envoyer un signal faible à la profession agricole. Et tout ça paraît un peu contradictoire. Alors là, on est dans une phase assez cruciale en Europe. On est en train de redéfinir une nouvelle PAC. Ça tâtonne un peu puisque le Brexit est passé par là. Cette nouvelle PAC va s'inscrire sur une nouvelle toile de fond, celle du Green New Deal. Ça veut dire que les questions environnementales vont surgir de façon fracassante sur la scène agricole. Comment est-ce que ça peut se traduire selon vous ? Et si on reprend la question des accords de libre-échange, on voit bien cet alignement entre commerce, environnement et sécurité alimentaire et alimentation qui doivent être 3 enjeux qui doivent être pris ensemble. Effectivement, le pacte vert aujourd'hui est un signal politique très fort de la part de la nouvelle Commission européenne qui répond aussi à des attentes des consommateurs et des citoyens européens. Les élections l'ont montré. Clairement. Il va se décliner, ce pacte européen, ce nouveau pacte vert européen pour les agriculteurs et pour l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire
alimentaire. On parle d'un plan qui devrait se dessiner à la fin du mois de mars ou dans les prochains mois, de la ferme jusqu'à la table. Bien entendu, c'est une opinion, c'est une opportunité pour le secteur agricole qui doit saisir cette chance pour demander des budgets plus importants dans la perspective d'une transition environnementale, d'une augmentation aussi de la lutte contre le changement climatique. Alors une opportunité pour le secteur, ça c'est une évidence. Il faut que ce pacte vert ne peut pas se passer de l'agriculture. Il n'y aura pas de transition environnementale, pas d'Europe avec zéro émission de carbone en 2050 sans que le secteur agricole soit au cœur de cette dynamique. Dans ce Déméter, il y a aussi beaucoup de prospectives. On parle de sujets qui émergent, on parle du microbiote, on parle de l'aquaponie dans le golfe Persique et on parle aussi d'un sujet qui est en train de monter dans notre actualité, celui du cannabis. Alors qu'est-ce que le cannabis vient faire dans un ouvrage consacré à l'agriculture? Est-ce que c'est un sujet agricole? Je crois qu'il faut rappeler avant tout que derrière la consommation de cannabis qui agite nos sociétés aujourd'hui, il y a des agriculteurs et des agricultrices, des producteurs et des productrices. Le cannabis, c'est avant tout une production agricole non alimentaire, mais c'est avant tout une activité qui permet de générer des revenus auprès des agriculteurs. Alors aujourd'hui, il souffle un vent de légalisation sur la planète du cannabis. Les États-Unis, le Canada sont à l'avant-front. On a une quarantaine de pays qui légalisent, soit sur le plan de l'usage thérapeutique ou récréatif. Le cannabis aujourd'hui, c'est environ 4% de la population mondiale qui a déclaré avoir consommé une fois dans l'année du cannabis. C'est beaucoup plus que toutes les drogues rassemblées en termes de consommation. Donc on voit une hausse des usages, une hausse de la demande, notamment en raison des vertus thérapeutiques qui sont discutées ici et là. Ne pas oublier aussi que, et c'est pour ça qu'on a pensé à parler de cette production d'avenir, que le cannabis est un marché souterrain, c'est 150 milliards de dollars selon certaines estimations, qui est caché, qui est souterrain, informel, et qui a de plus en plus tendance à sortir de l'ombre. Et le cannabis business se développe de manière exponentielle. Donc évidemment, ça pose un grand nombre de questions sociales, éthiques, et on y revient dans le Déméter, bien entendu. Le débat public français aujourd'hui s'en émeut largement. Simplement, les États-Unis, le Canada sont vraiment à l'avancée, en très très en avant sur le plan de l'investissement, des firmes. Les startups se développent énormément aux États-Unis et au Canada. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on va rester marginal sur ce marché le jour où il sera légalisé en Europe sur le plan thérapeutique? Est-ce qu'on va encore une fois être dépendant d'autres acteurs alors qu'on a aussi la possibilité de produire ce cannabis en Europe? Un vrai sujet géopolitique, un vrai sujet agricole. On lit ça avec intérêt dans le Déméter. Il y a aussi beaucoup de cartographie, beaucoup de données. C'est vraiment un éclairage précis. On le trouve en vente sur le site de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques pour l'instant. Merci Mathieu Brun. Merci Manuel Ducrot. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.